La Première Guerre mondiale vivait son apogée des guerres de tranchées. Les soldats avançaient en terrain découvert et mouraient en masse face aux mitrailleuses et à l'artillerie lourde. La solution fut de creuser des tranchées. Elles protégeaient, permettaient de maintenir les positions et d'organiser des attaques, même lentes et risquées. C'est dans ce contexte que les premiers chars apparurent, en 1916, sur le front occidental. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le champ de bataille connaissait l'apogée des combats de chars. Le T-35 soviétique, créé dans les années 1930 par Nikolai Astrov, attirait l'attention avec ses multiples tourelles et armes différentes. Mais sa taille gigantesque et la complexité mécanique rendirent le char lent et sujet aux pannes. Lors de l'opération Barbarossa, beaucoup n'atteignirent même pas le champ de bataille avant de s'arrêter à cause de problèmes mécaniques. Le char B-1 était un char lourd français développé à la fin des années 1930, conçu pour attaquer des fortifications et résister au feu ennemi. Il possédait un blindage relativement épais pour l'époque et un canon de 75 mm dans la tourelle avant, mais il ne fut pas aussi efficace qu'il en avait l'air. Le Panzerkampfwagen 1 était un char léger allemand, créé davantage pour l'entraînement et l'expérimentation de tactique que pour le combat réel. Avec un blindage minimal et 2 mitrailleuses de 7,82 mm, il pouvait à peine affronter d'autres chars ou fortifications. Un autre exemple fut le M3 Lee, un char moyen américain conçu pour pallier le manque de canons puissants. Mais son design comportait de graves défauts. Le canon de 75 mm était fixé sur le côté de la tourelle, tandis qu'une mitrailleuse tournait sur une tourelle séparée. Cela compliquait les manœuvres, limitait la portée de tir et rendait le char vulnérable aux attaques de flanc. Haut et visible, il devenait une cible facile. Utilisé lors de la campagne d'Afrique du Nord, il affronta les Panzer III et IV allemands. Bien que son canon puisse pénétrer certains blindages ennemis, sa mobilité et sa visée médiocre réduisirent fortement son efficacité. Bien qu'il ne fût pas un char, le canon Gustav figura parmi les échecs de la Seconde Guerre mondiale. Créé par Krupp, son objectif était de détruire des fortifications extrêmement résistantes, comme la ligne Maginot, et plus tard, lors du siège de Sébastopol. Il pesait 1350 tonnes, mesurait 47,3 mètres et tirait des projectiles de plus de 7 tonnes à plus de 40 km. Il pouvait démolir des bunkers et des bâtiments entiers. Le problème, immobilisé sur des rails, il fallait des jours pour le monter et des milliers de soldats pour l'opérer et le protéger. Sa mobilité était pratiquement nulle, trop coûteux et vulnérable aux attaques aériennes. Une arme gigantesque, puissante, mais pratiquement inutile sur le champ de bataille moderne. Lors du siège de Sébastopol, l'impraticable canon Gustav partageait l'espace avec certains des chars les plus problématiques de la guerre. Le T-26 soviétique était un char léger, lent, avec un blindage mince, et un canon de 37 mm ou des mitrailleuses. Idéal contre l'infanterie, mais toute artillerie ou char allemand le détruisait rapidement. Il fut largement utilisé pour défendre Sébastopol, mais subit d'énormes pertes. Le BT était rapide, avec une suspension révolutionnaire permettant une grande vitesse sur route, mais avec un blindage faible et des moteurs peu fiables. Cela le rendait vulnérable sur terrain accidenté ou sous feu intense. Lors du siège, sa vitesse aidait peu, car le combat était statique. Le Panzer 35T, d'origine tchèque, avait un blindage fin et un canon de 37 mm. Il fut utile au début de la guerre, mais lors du siège de Sébastopol, il montrait sa fragilité face à toute fortification ou char soviétique plus lourd. Le Panzer 38T était légèrement meilleur que le 35T en blindage et mobilité, mais restait fragile en combat direct. Pendant la bataille de Stalingrad, plusieurs Panzer 38 restèrent immobilisés pendant des mois, entourés de paille, pour se protéger du froid. Pendant cette période, les rats utilisèrent la paille comme abri et rongèrent les câbles électriques, rendant de nombreux chars inutilisables précisément au moment où ils étaient nécessaires. Seuls 30 des 100 fonctionnaient au moment crucial. Quand on parle des pires chars, il faut considérer le contexte. Il est évident qu'un char de la Première Guerre mondiale ne serait pas performant pendant la Seconde. Notre évaluation se fait selon le contexte et l'urgence d'un combat particulier. En 1941, la Nouvelle-Zélande et l'Australie se retrouvèrent en difficulté. L'avancée japonaise dans le Pacifique les laissa sans préparation. Sans chars suffisants et sans aide de la Grande-Bretagne, ils improvisèrent. Le tracteur agricole Caterpillar D8 reçut un blindage en plaques de manganèse ondulées et fut armé de 6 mitrailleuses Bren. Le moteur diesel de 127 chevaux limitait la vitesse à 15 km/h, et l'espace interne était si restreint qu'un tireur devait s'allonger sur le moteur pour tirer. Le char de Bob Simple était lourd, instable et difficile à manœuvrer. La tourelle n'avait pas d'écoutille. La transmission obligeait l'opérateur à s'arrêter pour changer de vitesse, et le moteur vibrait tellement qu'il bloquait les armes. Malgré tout, il participa à des défilés pour remonter le moral et est considéré comme le pire char de l'histoire, mais il constitue un exemple d'improvisation face à la rareté.
En plus de ces exemples, il y eut des projets de chars qui ne virent jamais le jour, comme le char sauteur, imaginé en Grande-Bretagne, destiné à littéralement sauter par-dessus des obstacles, cratères ou tranchées, grâce à des ressorts ou pistons. Théoriquement, il résoudrait les problèmes de mobilité sur terrain irrégulier. En pratique, le poids du véhicule rendait impossible un saut efficace sans détruire la structure. L'impact de l'atterrissage détruirait certainement le char et son équipage. Le Land Cruiser P1000 représentait le summum de l'ambition allemande pour les superchars durant la Seconde Guerre. Conçu en 1942 par Krupp, il pesait plus de 1000 tonnes, mesurait environ 35 mètres de long et possédait un armement inspiré des navires de guerre, incluant un canon de 281 mm et plusieurs mitrailleuses. Il aurait été une forteresse mobile invincible. En pratique, il aurait été impossible à transporter, aurait détruit routes et ponts, aurait nécessité des milliers de soldats pour l'opérer et consommé autant de carburant qu'une ville entière. Le char volant allait encore plus loin. Les ingénieurs imaginèrent des véhicules capables de décoller ou planer au-dessus des obstacles. Avec la technologie de l'époque, cela était impossible. Aucun moteur, carburant ou structure ne supportait le poids d'un char dans les airs. Même s'il s'élevait, l'atterrissage détruirait le véhicule et l'équipage. Tout ce qui existait était des dessins conceptuels et prototypes miniatures. Parmi d'autres projets, le char-sphère apparut comme une tentative de créer un véhicule blindé, pratiquement impossible à toucher et capable de traverser des terrains irréguliers en roulant comme une grosse balle. L'idée était que la forme sphérique disperse les projectiles ennemis et permette au char de se déplacer facilement dans toutes les directions. Certains projets incluaient une tourelle centrale rotative avec un canon et de petites mitrailleuses autour pour se défendre contre l'infanterie. En réalité, le char-sphère était complètement irréalisable. Le centre de gravité instable rendait le contrôle presque impossible. L'équipage serait à l'étroit dans un espace réduit, et le blindage nécessaire pour protéger les occupants rendait le véhicule trop lourd pour se déplacer. Aucun modèle fonctionnel ne dépassa les prototypes miniatures ou dessins conceptuels, et il ne fut jamais utilisé en combat.